Bien, voilà, donc là maintenant le décor est posé, on a le vocabulaire et on va donc attaquer maintenant le diagnostic, cher docteur. Donc, bon, une bonne nouvelle, Daesh c'est fini, voilà, donc ça y est, c'est réglé. Daesh, on leur a tordu le cou, on les a tués, il n'y a plus de proto-État à Daesh, mais quid des 20 ou 30 000 qui sont dans la nature? J'aime bien ce ton très provocateur. Je vois, enfin, quand les gens commencent à vous connaître, c'est toujours compliqué. C'est-à-dire que après, ils vous manipulent presque. Il me pose cette question parce qu'il sait que ça va m'embêter un petit peu, effectivement, parce que vous avez tous entendu que on a un peu fanfaronné ici et là sur cette défaite de Daesh. D'abord, première chose, et c'est ce que je dis, ce que j'écris depuis un certain temps, notamment s'agissant de cette organisation qu'est Daesh. Je ne me fais pas, une fixette, passez-moi l'expression, sur cette dénomination. Moi, j'ai travaillé, durant ces 30 dernières années, sur l'islam politique, ce qu'on a appelé l'islamisme, sur le terrorisme, ce qu'on peut appeler aussi le djihadisme. Quelle que soit la dénomination, quand j'ai commencé à travailler sur ces sujets, il y avait les Moudjahidines afghans en Afghanistan, la Gamma Islamia en Égypte. Donc c'était le moment où j'avais commencé à travailler dessus. Et j'ai connu des périodes où les organisations s'appelaient le GIA, Groupe Islamique Armé, le GSPC, Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat, Boko Haram au Nigeria, Al-Qaïda, effectivement, Al-Qaïda péninsule arabique, Al-Qaïda Maghreb islamique, etc., jusqu'à Ahrar al-Sham, une des organisations syriennes affiliées à Al-Qaïda, ou encore cette organisation qui a été d'abord appelée Al-Qaïda en Mésopotamie et qui a mué en Daesh, c'est-à-dire l'État islamique, en Irak et au Levant, pour reprendre l'expression, la dénomination complète. Donc ce qui m'intéresse, en tant qu'observateur sur ce sujet, ce n'est pas tant cette organisation terroriste, c'est l'ensemble du phénomène. Or, dire à l'opinion publique que ça y est, nous avons vaincu le terrorisme, en tant que journaliste, en tant qu'écrivain, je ne prendrai pas cette responsabilité. Pourquoi? Je mets ça entre parenthèses, parce que ce qui doit nous lier, vous, public, moi, journaliste traitant de l'information, c'est une confiance. C'est-à-dire je suis censé, toujours, en toutes circonstances, vous dire la vérité. Quoi qu'il arrive. Et si jamais il peut arriver que je me trompe, il faut que j'arrive à rectifier. Et vous dire, attention, ce que je vous ai dit la dernière fois, finalement, je me suis trompé. Il se trouve qu'on est parti, à mon sens, un peu trop vite en musique sur cette affaire. Alors, qu'en est-il? Daesh, qui est ce qu'on appelle en sciences politiques un proto-État, c'est-à-dire un État en construction, un État en devenir, un État non reconnu, avec des frontières plus ou moins mouvantes, et un État qui s'est autoproclamé par la force, pas le premier, ça ne sera pas le dernier à travers l'histoire, et qui, par ailleurs, a utilisé, on revient, comme élément essentiel, la terreur, donc le terrorisme, comme outil de persuasion, notamment de certaines populations locales. Et à juste titre, donc, il n'a pas été reconnu, notamment par toutes les démocraties, bien au contraire, il a été combattu. Alors, soyons clairs, le proto-État Daesh est vaincu. C'est-à-dire que l'organisation qui devait mobiliser à peu près 50 000 à 60 000 personnes pour garder un territoire, gérer une administration, assurer les salaires de l'équivalent de leurs fonctionnaires, garder des prisons, produire un certain nombre de denrées, acheter et revendre, y compris au marché noir, du pétrole et autres, éléments générant de la richesse, ce proto-État est défait militairement et il est défait politiquement. Sauf que cette défaite
n'est pas une victoire totale, c'est une victoire partielle. Pourquoi? Parce que ces 50 000 ou 60 000 terroristes qui constituaient ce proto-État ont évidemment en partie été tués, éliminés physiquement par des frappes diverses et variées, par des opérations militaires diverses et variées, syriennes, irakiennes, irakiennes chiites, russes, occidentales, françaises, américaines, kurdes, turcs, etc. On estime à 10 à 15 000 terroristes qui ont été éliminés. Une autre partie a été neutralisée dans le sens où ils ont été arrêtés, ils ont été emprisonnés par diverses forces, celles que je viens de citer, mais notamment par les Kurdes et les Irakiens et à un degré moindre par les Syriens. Et les Français là-bas qui vont revenir. Alors attendez, là je vais y revenir. Je vais évidemment insister sur cet élément. Ce qui reste, ce qui est estimé aujourd'hui par divers services de renseignement, à 25-28 000 terroristes, se sont redéployés tout simplement en organisation terroriste classique, c'est-à-dire ce qui était proto-État est redevenu ce qu'il était avant d'être proto-État, une organisation terroriste classique. Donc Daesh en tant qu'organisation terroriste existe toujours. Ces hommes qui appartiennent à cette organisation terroriste, en l'occurrence Daesh, qui n'est plus le proto-État, ne s'est aujourd'hui concentré que sur une seule chose, c'est-à-dire qu'il n'y a plus à administrer un territoire, il n'y a plus à surveiller des prisons, il n'y a plus à surveiller des frontières, ni un territoire. Ils reviennent à leur vocation initiale, le terrorisme. Sauf que, et ça, quand on travaille sur le terrorisme sur une longue durée, on sait qu'il y a des cycles. Il y a effectivement des moments de pic où le terrorisme frappe. Quand le terrorisme frappe, et quand il frappe notamment les grandes démocraties, les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Espagne, etc., il y a un redéploiement des moyens, notamment du service de renseignement, des services de lutte antiterroriste, etc. Il y a une législation qui est mise en place, qui est plus adaptée aux nouvelles réalités, parce que c'est un élément qui est en constante évolution. Et à la contre-offensive des grandes démocraties, il y a évidemment un moment de, passez-moi l'expression, un ventre mou qui s'installe, c'est-à-dire le terrorisme n'est plus capable de frapper comme il a frappé, par exemple, en France, il y a 2 ou 3 ans. Sauf que le fait qu'il ne puisse plus frapper aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il a été défait pour la suite, et en tout cas sur la durée. Comment on le sait? On sait parce qu'il y a des tentatives, et les médias évidemment en parlent moins, et notre esprit et notre intention collective gardent moins l'information de toutes les opérations qui ont été déjouées par les services de renseignement français, belges, néerlandais récemment, espagnols, etc. Il y a effectivement cette volonté de frapper qui existe toujours, qui est toujours là, on la voit, on l'entend, on est au courant, sauf que, heureusement pour nous, les services de renseignement, européens notamment, arrivent à déjouer parce que cette phase-là a été mieux maîtrisée aujourd'hui et par conséquent on arrive à anticiper. Mais à travers l'histoire, on sait que lorsqu'il y a des ventres mous, et quand on reste pendant une certaine durée sans attentat, parce que c'est humain, même les États les plus sérieux se relâchent. Parce que la vigilance est moindre, parce qu'il faut redéployer les effectifs, parce qu'il faut les employer ailleurs, sur d'autres manifestations culturelles, sportives, etc., qu'on garde moins les éléments, enfin la vigilance de la même manière, et par conséquent, eux arrivent sur la durée à passer à nouveau entre les mailles du filet. Il y a la question, effectivement, qu'a posée François, qui est centrale pour nous, c'est-à-dire quid des Français qui sont partis. On sait que beaucoup de Français sont partis. Beaucoup sont partis de Nice, évidemment, même du sud de la France, de manière générale, et certains ont été éliminés, d'autres pas. On ne sait même pas où ils sont aujourd'hui. Ce dont on peut, je dirais, être quasiment sûr, ce qui peut être plus ou moins rassurant, c'est que ces gens sont identifiés. C'est-à-dire qu'il ne leur est pas facile de passer à l'action.
ils sont identifiés au niveau européen. Parce que bon, les noms, les identités, il y a une coopération qui existe, qui est réelle, et heureusement, ils sont plus ou moins, je dirais, identifiés. Mais moi, je ne suis pas de ceux qui crient victoire trop tôt, ni qui cherchent à angoisser les gens inutilement. Ce que je sais, ce dont je peux parler, c'est que le risque zéro, mais ça vous l'avez entendu de la part de tous les politiques, n'existe pas. Mais c'est une vérité. C'est-à-dire le risque zéro, le terrorisme, malheureusement, est un élément, est un fléau, vous pouvez partager, pourquoi pas, le terme maladie, qu'on va subir pendant une génération. Pourquoi? Et là, on peut aussi s'étaler un peu, parce que la matrice idéologique est toujours là. Parce que l'islam politique générateur de violence est toujours là, en train de travailler un certain nombre, je dirais, d'individus. Qui, alors évidemment, on parle de ceux qui sont partis, mais il faut qu'on parle de ceux qui ne sont jamais partis, mais qui pour autant ont basculé. Il y a de cela un certain nombre d'années, ils ont basculé intellectuellement, philosophiquement, et ils ont cette envie de frapper, en France ou ailleurs en Europe. Et parfois, ça peut vous surprendre, eux-mêmes ne savent pas quand est-ce qu'ils vont frapper. Ils ont la volonté, ils ont cette volonté de commettre un attentat, mais ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont le commettre, parce que le déclic ne s'est pas encore produit. Ce que me dit souvent, parce qu'on a effectivement, avec Marc Trévidy, qui a rencontré énormément de terroristes, qui les a interrogés en tant que juge d'instruction quand il était à la Galerie Saint-Éloi, on a beaucoup discuté de ça. Et il m'a dit à plusieurs reprises, ce qui est totalement vrai, parce que moi, à mon niveau, je perçois cette réalité. Il m'a dit, tu sais, il y a des gens qui parlent beaucoup et qui n'agiront jamais, c'est-à-dire que les services de renseignement voient, écoutent, perçoivent, etc. Il y a une volonté qui est exprimée de passer à l'acte et qui ne passeront jamais à l'acte. Mais le fait d'exprimer cette opinion, et même s'ils ne passeront jamais à l'acte, ils vont être chronophages d'une certaine manière pour les services de renseignement qui sont là pour les surveiller. C'est-à-dire qu'ils vont quelque part agir comme aspirateurs, puisque l'attention première des services de renseignement, c'est de suivre effectivement au plus près ces gens qui ont exprimé, de manière directe ou indirecte, une volonté de passage à l'acte. Il me dit, mais ceux-là, peut-être qu'ils ne passeront jamais à l'acte. Il m'a dit en revanche, il y en a d'autres, qu'il a vu, lui, dans ses différents dossiers, que j'ai vu, moi, dans mes différentes enquêtes, qui ne parlent jamais, qui n'expriment jamais une volonté de passage à l'acte, et qui passeront à l'acte. Et pire, c'est que parfois, quand on les rencontre, ils ne savent même pas eux-mêmes qu'ils passeront à l'acte. Et il y a un déclic qui se produit en l'espace d'une année, par exemple, et la personne passe à l'acte.